Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission, le meilleur du corner. On se retrouve pour ce mois de juin et pour vous parler du coup de nos coups de cœur, de nos lectures favorites du mois. Donc on est avec toute l'équipe réunie, Marceau et Jimmy. Comment Bonjour. vous allez ? Ça va, Très bien. Ça va bien, écoute, mois de juin riche en sorties comics. Ouais. En variété. Donc, Oui. bien. C'est vrai qu'on a lu plein de choses. Alors vous allez voir une émission un peu spéciale. On a été dévalisé par certains comics, dont certains de nos coups de cœur. Donc là, on n'a pas encore tout mis. On commence par qui ? Jimmy, ton petit coup de cœur. Là, c'est parti. Donc là, moi, c'est une lecture un peu tardive du mois de juin, parce que c'est sorti à la toute fin du mois pour la version française, évidemment. C'est les deux titres de notre ami James Tynion IV, qui est donc la suite de son univers de Something is Killing the Children. Donc il y a le tome 4 qui est celui-ci, que je vais montrer. Le préquel qui reprend juste après les tomes 1, 2 et 3 qui racontaient les aventures donc, de la tueuse de monstres de cet univers-là. Et c'est sorti conjointement avec cet album qui est donc House of Slaughter, qui donc en fait raconte la vie au quotidien dans ce manoir où on forme des survivants au massacre de monstres à devenir eux-mêmes des chasseurs et des tueurs de monstres. Ce qui est trop cool, c'est que déjà on retrouve cet univers de Something is Killing the Children que je pense que vous aviez lu et que vous aviez déjà lu de base. Ouais, c'est génial. Et voilà, et c'était vraiment génial. Si l'émission existait déjà à l'époque, je pense que ça aurait été dans nos coups de cœur déjà de l'époque. Et clairement là, on explore énormément évidemment le personnage, les relations entre les persos, donc entre les formateurs de chasseurs de monstres et les élèves qui chassent les monstres. Et on a un petit peu un côté, j'ai envie de dire, limite Poudlard, dans l'idée où on a ce manoir où on va former, où il y a, là ici il y a les cuisines, là il y a les dortoirs, là il y aura les cours, travaux pratiques, etc. Mais avec ce côté évidemment extrêmement brutal et sanglant, puisque l'idée c'est que certaines épreuves, pour pouvoir gagner ces galons de chasseurs de monstres, mettent la vie des participants en jeu. Comme dans Poudlard finalement. Donc on retrouve un peu cette vibe là et surtout voilà, on explore un petit peu tout le mythe autour de ces créatures qui tuent, qui ciblent les gens faibles, essentiellement les enfants. Et c'est toujours. Donc c'est très complémentaire par rapport à la série. Ouais. Et surtout ce qui est très cool, c'est que comme c'est donc, le Something is Killing the Children 4 est un préquel et peut se lire vraiment sans avoir lu la série de base, donc les 3 tomes. Je l'ai testé sur des proches et ça se lit vraiment sans avoir lu les 3 de base, aucun problème. Et d'autant plus pour celui-ci, donc House of Slaughter, qui se passe, si je dis pas de bêtises sur la timeline, après les événements du 1, 2 et 3, mais qui se passe vraiment sur un autre personnage qui a connu Erika, donc l'héroïne du début, mais qui va avoir sa propre intrigue. Qu'on retrouve dans le tome 2 oui, ou tome 3, on le voit plus ou moins. On le voit, exactement. Et puis celui-ci est un tome 1, donc ça veut dire qu'il y aura aussi une série. Ouais, je pense que ça sera vraiment les aventures basées sur le manoir, donc sur House of Slaughter, donc la maison des bouchers, si on devait la traduire. Heureusement, ils gardent le nom d'origine. Donc voilà, donc c'est vraiment cool, c'est toujours aussi bien dessiné, c'est violent sans être gore vulgaire et même toute la mythologie autour de ça me rappelle énormément de choses, en commençant par Buffy contre les vampires qui est vraiment un peu ta Madeleine de Proust. Ouais, carrément, mais même il y a vraiment cette ambiance là de on va former des gens qui ont vécu de gros traumatismes à affronter leur propre traumatisme et ça fonctionne vraiment très bien du début à la fin, donc hâte de lire la suite, tout simplement. Ok, génial. Ouais, moi c'est une série aussi que j'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant d'avoir un personnage féminin un peu jeune mais très très fort, avec un background très intéressant, avec beaucoup de mystères, tout n'est pas vraiment dit, et qui aussi emmène avec elle dans la série initiale, en tout cas, un garçon qui lui n'a pas confiance en lui. Donc un peu les rôles sont inversés, sans pour autant tomber dans des stéréotypes, donc très intéressant. Pareil, c'est une série que j'adore. Je pense que si vous êtes en manque de Stranger Things, vous attendez les 2 prochains épisodes, ça pourra vous contenter. Complètement, ouais. Très bon avis. Très 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 bonne pièce, je pense. Ok, bon allez à mon tour. Donc sur la table il n'y est pas. Mon coup de cœur du mois c'était Far Sector chez Urban Comics. Donc on suit Joe Mullen, nouvelle Green Lantern, qui va recevoir sa mission, qui reçoit son anneau pour partir dans une galaxie très lointaine, très loin de chez elle vu qu'elle vient de la Terre. Cette galaxie-là, du coup il y a 3 peuples qui peuplent du coup cette galaxie. Ces peuples-là ont décidé, pour arrêter de se faire la guerre, car ça durait des milliers et des milliers d'années, de s'injecter une sorte de virus à la naissance pour contrôler leurs émotions, car ils considéraient que c'était les émotions qui emmenaient la guerre, qui emmenaient les confrontations et les conflits.
Et donc du coup, ils n'ont plus du tout d'émotion. Ils sont régis comme ça par chaque ambassadeur de chaque peuple. Le problème, c'est qu'il y a ces limites à ça, qu'il va y avoir un premier meurtre qui n'est jamais arrivé en multiples années, et qu'il va y avoir surtout un trafic lié à ces émotions-là, des personnes qui vont se shooter à ça. Et cette héroïne va devoir du coup percer ces mystères, faire le job d'enquêtrice, voire de médiatrice entre les différents ambassadeurs, entre les peuples aussi qui se révoltent, qui manifestent, qui comprennent qu'il y a anguille sous roche. C'est vraiment génial, tout l'univers développé est très intéressant, c'est magnifique, c'est très très beau. Et puis surtout, c'est une héroïne je disais tout à l'heure, sans stéréotype, encore plus. C'est une héroïne noire qui a des formes, qui est magnifique, qui a une relation un peu ambigu avec une femme, mais c'est vraiment c'est pas le sujet principal, j'ai envie de dire, et c'est très bien emmené, qui a aussi ses failles parce qu'elle est humaine, donc elle a un point de vue qui nous ressemble par rapport à toutes ces galaxies. Elle dit oh là là, il y a pas de café, comment je vais faire sans café? Donc là tout de suite l'attachement il est direct, et puis l'enquête est très bien menée, c'est-à-dire que dès le début, des fois c'est un peu facile au niveau du scénario, dès le début on sait pas trop où on veut nous emmener, on comprend pas trop, il y a un deuxième meurtre, alors là on comprend encore moins, jusqu'au dénouement final, on va dire dans les 10 dernières pages on commence à comprendre quoi. Donc voilà, gros coup de cœur sur ce personnage là, ça m'a donné envie de lire encore plus de Green Lantern pour explorer un petit peu cet anneau, parce que justement cet anneau est un peu mystérieux, elle a pas constamment sa force, il y a une sorte de batterie de recharge donc à ce moment là elle peut du coup être plus faible et plus vulnérable. J'ai mis aussi sur la table Swamp Things, pareil, chez Urban, tome 1 de la nouvelle collection Infinite. Gros coup de cœur aussi, j'ai envie de dire, avec un nouvel avatar pour Swamp Thing qui s'appelle Levi Kamei. Donc on n'est plus avec Alex Holland, et Ram 5 qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup ici, essaye de recréer un peu une origin story et de revenir un petit peu à la sève. Justement, c'est le nom du comics, l'éveil à la sève. Comment au final Swamp Things arrive à contrôler aussi tout ce pouvoir autour de la nature, et de revenir un petit peu et sur le passé de son nouvel avatar Levi Kamei, et sur le passé global de tous les Swamp Things. Donc on a vraiment tous les autres personnages, Audru, Alex Holland qui vient aussi, et puis plein d'autres, John Constantine, Suicide Squad aussi je crois, non pas Suicide Squad, oui une sorte de Suicide Squad avec Peacemaker et Waller. Donc voilà, gros coup de cœur aussi, puis c'est très très beau, c'est très bien dessiné, donc voilà. C'est hyper cool. Toi tu l'avais lu aussi. A toujours eu un rapport particulier avec l'écologie, mais là on va vraiment au fond du soleil, parce que Ramvé est originaire d'Inde, et du coup le récit se passe en partie en Inde, et il y a vraiment des trucs sur la pollution de l'eau, etc. La politique très, aussi, très ouais. Et même il y a ce côté de la nature a vraiment pris le pas, puisque dès le début du récit on voit que l'humanité est vraiment devenue déclinante, ouais. C'est le cas de le dire, et c'est vraiment ça, on a du coup Swamp Thing avec sa famille de Swamp Thing en quelque sorte, donc en gros il a créé une sorte de dynastie, de clan, de progéniture, qui et il y a ce côté vraiment très je vais vous raconter à l'époque comment c'était, avec le côté bon papa tu nous racontes comment c'était avant, quand il y avait moins d'arbres et qu'il y avait ces gens qu'on appelle les humains qui font très peur, voilà, donc il y a ce côté un peu renversement des valeurs, c'est vrai. Voilà, et donc juste pour revenir sur Fast Sector, il y a pareil, un peu Madeleine de Proust. C'est la même vibe qu'il y avait, pour ceux qui l'ont vu, il y a ce film merveilleux, Equilibrium, évidemment. Un film merveilleux qui n'a comme seul défaut d'être sorti que, je crois, quelques mois après Matrix, où tu avais déjà ce principe avec Christian Bale, d'ailleurs. Christian Bale, qu'on aime. Préféré, et aussi notre ami Gore, maintenant, dans Thor. On n'a pas encore vu ce que ça donne. Mais bientôt, mais voilà, donc c'était les mêmes thématiques, c'était une façon d'endiguer le crime, la criminalité, définitivement, c'était d'enlever toute émotion. Donc il y avait vraiment ce côté-là, d'explorer ce côté de on est victime de nos pulsions, on ne maîtrise pas, voyons ce qui se passe en les retirant. Et ce qui est intéressant par rapport à Far Sector, c'est qu'on sait que dans la mythologie de tous les anneaux, Green Lantern, etc., enfin de toutes les couleurs d'anneaux, c'est quasiment que des anneaux basés sur des pulsions, sur des émotions, etc. Et donc il y a ce rapport très ambivalent entre le côté voilà. Oui, c'est ça. T'as besoin de tes émotions si tu veux avoir des pouvoirs dans l'univers des lanternes, mais d'un autre côté on voit ces planètes qui se sont volontairement séparées leurs émotions pour vivre en paix. Et ce qui est ambigu, c'est qu'elle est engagée aussi parce qu'elle a des émotions, parce qu'elle est humaine, et qu'elle a un autre point de vue par rapport à tout ça. Et si jamais elle prenait ce fameux virus, cette fameuse drogue qui lui enlevait toute émotion, son anneau ne marcherait juste simplement plus du tout. Complètement. Même plus digne, l'anneau la quitterait pour aller chez quelqu'un d'autre qui aurait des émotions.
Donc ouais, effectivement, c'est 2 très bons choix. Mais là, je vois qu'on est quand même très très Urban Comics. Ouais, ce mois-ci, on est un peu urban, ouais. Mais du coup, on n'est pas du tout sponsorisé. Du coup, je crois que c'est Marceau, tu vas nous envoyer sur d'autres contrées. C'est ça. Alors moi, du coup, j'ai choisi le premier tome de l'intégrale de Criminal, sorti chez Delcourt. En fait, c'est une réédition du coup en intégrale. Ils vont en faire 3 tomes, il me semble. Et Criminal, du coup, c'est un récit de Ed Brubaker et Sean Phillips, donc un scénariste et un dessinateur qui ont l'habitude de travailler ensemble puisqu'ils ont fait plein de choses ensemble. Donc il y avait Killer Bill Kill, de Reckless, Fatal qui était aussi sorti en intégrale chez Delcourt. Oui. Et là du coup on va suivre la famille, toute une famille Lawless ça commence dans les années 70 et ça va jusqu'à nos jours. Et c'est un récit un peu choral avec beaucoup de personnages principaux. Et chacun hyper différent les uns des autres, qui se passe à plein d'endroits différents. Donc on va de la toute petite bourgade des États-Unis à la grosse ville. Et c'est un polar comme Ed Brubaker sait le faire, avec des thèmes la mafia, le trafic, etc. qui mènent enquête criminelle, enquête policière. Incroyable comme Ed Brubaker sait le faire. C'est très proche de Reckless. Pour moi, Reckless, c'est un des récits préférés d'Ed Brubaker. Et là, je le mets quasiment au même niveau que Reckless. Et Sean Phillips, comme d'hab, au top de sa forme. Ouais, c'est un duo qui fonctionne de toute façon. Il y a aussi Été cruel. En fait, il y a tout un peu un hémisphère autour de l'univers criminel. Reckless, Fatal, Été cruel. C'est Pulp aussi, ouais. Même plus court, effectivement. En tout cas, ouais, chez Delcourt et notamment avec Ed Brubaker, il y a tout cet aspect polar. Si vous n'êtes pas fan du genre super-héroïque, que vous avez du mal à rentrer, que pour vous, c'est obligatoirement des comics Superman, Batman, bah non, il y a ça et c'est très accessible. Ça ramène aussi à plein d'univers qu'on peut voir dans les films. Si vous êtes fan. Il y a un peu de Scorsese dedans, il y a un côté très personnages hauts en couleur qui se font leur place dans le monde par la violence. Ça m'a complètement fait penser aux Affranchis dans le sens où c'est trop bien ce film. Quasiment 40 ans d'histoire plutôt. Et du coup, on les voit évoluer. Et à la fois, c'est un portrait des États-Unis avec ces personnages qui se détachent les uns des autres. Et surtout, c'est qu'on est sur des récits qui arrivent alors qu'il y a énormément de personnages à garder une cohérence, une clarté. Ouais. On arrive à avoir son préféré ou ses préférés et à les suivre naturellement. Quoi. Ouais. Petite mention aussi pour l'intégrale que je trouve magnifique, qui est très intéressante pour offrir. Peut-être que les gens, ça les rébute un petit peu d'acheter tome par petit tome, surtout que c'était pas des gros trucs. Là, elle est trop belle, franchement. Avec des bonus à la fin, en plus des interviews de Ed Brubaker où il explique comment il a construit le récit et tout. Non, franchement, hyper bon taf éditorial. Génial. Voilà, donc trop bien. Et du coup, on en arrive à la petite tradition, donc notre coup de cœur commun, en tout cas l'album qui nous a le plus plu à nous trois de façon inconditionnelle pour ce mois de juin. Donc c'est un album qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans d'autres émissions chez des confrères. Et donc c'est Robin et Batman. Oui. De Jeff Lemire avec au dessin de Sylvain Nguyen, encore chez Urban. Donc effectivement, ce mois-ci, on est très Urban, mais c'est comme ça, c'est le hasard. Et du coup, vas-y, je t'en prie, Alexandra, dis-nous de quoi ça parle et après on va en discuter. Alors, Robin et Batman, c'est un one-shot et comme vous pouvez le constater, on commence pas par Batman, on commence par Robin. C'est l'histoire en fait du premier Robin, qui est donc Dick Grayson, qui est très jeune ici et qui du coup découvre un petit peu sa vie entre jeune Robin, jeune étudiant et jeune fils finalement par rapport à Batman et surtout par rapport à Alfred. Donc on a un peu ce trio comme ça qui va fonctionner où Dick va essayer de prendre sa place, de savoir en fait qu'est-ce que représente le costume et qu'est-ce qu'il veut être en essayant de se dissocier un petit peu de Batman qui a une éducation assez complexe, qui ne sait pas trop comment lui parler. C'est très très bien fait parce que je pense que c'est la première fois qu'on a autant un focus intéressant sur un jeune Robin, qu'en tout cas on comprend le quotidien un petit peu, comment il le vit à l'école, comment il rencontre un petit peu les jeunes titans et comment il va se placer par rapport à tout ça. Eux qui ont finalement des pouvoirs, que ce soit Wonder Woman ou que ce soit le jeune Flash. Lui, encore une fois, n'a que le costume. Comment aussi il va se débrouiller en ayant un ennemi. Donc là, ils lui ont rajouté l'ennemi qui est, je crois, Killer Croc. Donc voilà, gros ennemi pour le coup. Et puis surtout, le must-have pour moi, c'est la relation avec Alfred, où finalement, on parle pas assez de cet homme qui est autant un pilier pour Batman
qui a autant été un pilier aussi pour tous les Robins dans les runs récents. On sait aussi que le Damian Wayne est très proche d'Alfred et qu'on sait qu'Alfred est mort et que ça, il a beaucoup de mal à le vivre. Là, c'est pareil, ils ont une relation très forte et Alfred n'hésite pas à revenir sur Batman en lui disant qu'il fait des mauvais choix. Donc, beaucoup d'émotions. En termes de péripéties, voilà, c'est pas le truc le plus punchy, mais ça se joue beaucoup sur qui est Robin. Et puis le dessin, c'est magnifique de Sean Nguyen, il est au top de sa forme. Enfin, il est de plus en plus doué, j'ai l'impression. Et puis Jeff Lemire, c'est Jeff Lemire, quoi. C'est un choix hyper intéressant d'avoir pris Dick Grayson, puisque comme c'est le tout premier Robin, les récits où il était jeune datent des années 60-70, et du coup on pris un petit coup de vieux. Aujourd'hui, Dick Grayson, c'est Nightwing, et c'est plus du tout Robin. Alors là, revenir un peu à la genèse de tous les Robin, voir Batman apprendre à être père, c'est vraiment une très très bonne idée, parce que ça le met vraiment en position de tous les deux, ils sont hyper jeunes. Et hyper cool, un récit hyper condensé, hyper court, genre c'est fou ce qu'il arrive à raconter en si peu de pages. Oui, c'est très court. Très peu de chapitres, ça va très vite, effectivement. Du grand Jeff Lemire. Moi, ce que j'aime beaucoup, alors déjà tout à l'heure on évoquait Brubaker et Phillips, qui sont un des duos les plus prolifiques dans un genre qui est donc le criminal, le thriller, etc. Lemire et Nguyen, ils ont déjà bossé ensemble, mais sur des projets très variés. Ils ont fait de la SF avec Dissender, par exemple, Ascender. Et là, on les retrouve ensemble sur Robin et Batman, donc sur du super-héros, et on voit qu'ils maîtrisent complètement les codes, quoi. Tout y est. Ces fameux 1 chapitre, 2 chapitres sur justement la relation, comme tu expliquais, Alexandra, avec la Justice League, qui sont une vraie interlude dans le récit principal. C'est trop bien, quoi. Ça fonctionne trop bien. Et comme tu disais, si tu l'avais pas dit, je l'aurais dit moi-même, cette relation avec Alfred. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est exploré. Alors, c'est très... Je pense que c'est assez discret, donc je sais pas si je surinterprète ou si... En fait, j'ai vu un truc qui était évident. Moi, je trouve que là, ce qui est accentué, c'est la relation Batman en tant que père pour Dick Grayson et Alfred en tant que mère. Donc, je m'explique, c'est que... Du coup, là, Alfred, plus que jamais, il a cette figure maternelle un peu à l'ancienne avec t'as un bobo, c'est moi qui vais te soigner. Ton papa, donc Batman, il est un peu trop dur avec toi, il t'en demande beaucoup, mais c'est pas grave, moi je suis là pour raconter, et je vais aussi lui remonter les bretelles à lui, parce que c'est pas parce qu'il a eu une journée de travail. C'est une autre figure de père, un père plus doux. Et en fait, quand je disais une figure maternelle, je disais ça à dessein, c'est-à-dire que c'est une figure maternelle à l'ancienne, mais en fait, c'est une figure paternelle moderne. Je suis impliqué à tous les niveaux. Complètement. Je vais aussi être là pour... à la sortie de l'école aussi, il vient le chercher. Je vais te chercher à l'école. Moi, quand j'étais petit, lors de la sortie de l'école, on appelait ça l'heure des mamans. Il y a ce côté-là aussi un peu. Sauf que maintenant, c'est l'heure des parents. Et du coup, on a ce côté Alfred qui est là, en fait, qui tient la baraque, finalement, très clairement. Et en fait, Alfred savait avant Bruce Wayne déjà comment s'occuper d'un enfant. Bruce Wayne, il sait pas. Il croit en former un petit Batman. Il cherche pas trop à comprendre au début du récit en même temps. Bien sûr, c'est ça. Mais en fait, ce que Alfred se permet ne fait jamais, alors qu'il pourrait très bien faire, c'est moi j'ai éduqué des enfants. Je t'ai éduqué toi depuis que t'es tout petit, je t'ai changé les couches. Donc reste tranquille quand je dis que Robin doit faire une pause ou quoi. Donc voilà quoi. Il pourrait, il le fait. Il y a un peu de cynisme et tout. Ça c'est classique Alfred. Mais ça fonctionne trop bien. Et je trouve que du coup le récit, comme tu disais du coup Marceau, c'est que il dépoussière énormément cette relation Robin-Batman qui était un peu vieillotte déjà à l'époque, qui a vraiment pris un coup de vieux. Et là c'est trop bien. Et encore une fois très accessible pour des personnes qui lisent pas forcément de comics ou qui ne connaissent pas tout l'univers lié à Batman. Aucun problème, parce que Lemire est un auteur très intelligent, et du coup il va broder l'origin story de Dick Grayson avant, donc son passé dans le cirque, et son présent de jeune Robin. N'importe qui peut attaquer. Du coup, même quand on voit ce méchant qui est Killer Croc, qui est moins connu que le Joker ou que le Pingouin, du coup, il y a aussi son origin story qui est rapportée de façon condensée, mais très claire. Donc non, ça peut s'attaquer comme ça sans aucun problème, quoi. Vraiment, aucun souci. Donc clairement, je pense qu'on est tous vraiment d'accord. Enfin, on l'aurait pas mis là si c'était le cas. Pour dire que c'est vraiment un coup de cœur, non seulement parce qu'il nous plaît en tant que fan de comics et fan de Batman, mais aussi parce que dans son accessibilité pour tout public qui n'est pas habitué avec la licence, tout simplement. Complètement. Tout à fait.
Moi, je pense qu'on a fait le tour sur nos coups de cœur. N'hésitez pas, vous, à nous dire vos coups de cœur aussi du mois. S'il y en a d'autres, chez Marvel, par exemple, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, ou chez d'autres éditeurs. C'est ça. Donc, après, on n'a pas le temps forcément de tout lire aussi. Mais en tout cas, pour les comics qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à venir en boutique ou sur notre site en ligne comicscorner.fr. Et puis, nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, sûrement pour une critique et de Thor et de Miss Marvel prochainement. Et de toute façon, sinon, c'est le mois prochain pour les coups de cœur du mois de juillet. Exactement. On vous dit à bientôt. Au revoir.